C'est un texte monté sur lequel vous allez voir 3 variantes de titres sur un même événement. Ce qui veut dire que ce sont 3 façons différentes de raconter un même événement. Il s'agira, par conséquent, puisque ce sont 3 façons différentes de raconter un même événement, il y a bien quelque chose de commun. Et ce commun, on peut considérer qu'il se trouve justement dans l'organisation actentielle. Alors, je vais vous demander de faire un double travail. Dans un premier temps, d'essayer, en regardant ces 3 variantes, de dégager la structure actentielle commune à ces 3 variantes. C'est-à-dire d'essayer de déterminer qu'est-ce qui représente l'action, qu'est-ce qui représente l'agent, le patient s'il y en a un, le bénéficiaire s'il y en a un, quelle peut être la cause s'il y en a une, c'est-à-dire si elle est donnée explicitement dans le texte, quel peut être le résultat s'il est donné explicitement dans le texte, éventuellement est-ce qu'il y a des auxiliaires, est-ce qu'il y a des alliés, est-ce qu'il y a des obstacles, est-ce qu'il y a des opposants. Dites-vous bien que ceci, une fois de plus, c'est l'ensemble possible des actants. Ça veut dire que sous toute description d'action, on peut avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 actants, plus une cause et un résultat. Mais tous les textes n'explicitent pas ces 7 actants, ni la cause, ni le résultat. Donc c'est à vous de voir, une fois de plus, vous prenez ça comme un instrument d'interrogation, et c'est à vous de voir quels sont les actants ici présents dans ce texte. Donc vous voyez, ça c'est le premier travail, dégager la structure actentielle commune. Et puis dans un deuxième temps, il s'agira alors de prendre chacun des textes et d'essayer de mettre les marques explicites qui sont dans le texte en regard de chacun des actants. Quelles sont les marques qui, dans le texte numéro 1, explicitent l'agent? Quelles sont les marques qui explicitent l'action? Quelles sont les marques qui explicitent le patient s'il y en a un, le bénéficiaire s'il y en a un, les opposants ou les alliés, la cause et le résultat? Donc vous voyez, vous allez constituer des colonnes, si vous voulez, correspondant à chacun de ces actants, et vous mettrez votre premier texte avec les marques qui correspondent, en dessous le deuxième texte avec les marques qui correspondent, en dessous le troisième texte avec les marques qui correspondent. En retenant bien une chose capitale, c'est que une même marque peut correspondre à plusieurs actants. Ça veut dire que vous serez en mesure de la reproduire plusieurs fois. Une même marque peut, au titre de l'un de ces aspects sémantiques, correspondre à l'agent et en même temps se retrouver sous l'action. Ce sera à vous de voir. Ce ne sera pas forcément systématique. Vous savez, c'est simplement le phénomène de la polysémie. Donc, c'est à vous de voir dans quelle mesure les marques correspondent à chacun de ces actants et dans quelle mesure il faut les placer plusieurs fois dans des colonnes différentes. Dans un deuxième temps, après la mise en commun, j'essaierai de mettre en évidence non seulement donc le résultat de ce travail, l'objectif de ce travail, mais quelles peuvent être dans un second temps des retombées pédagogiques pour une activité que j'appelle l'activité de grammaire de l'énonciation. Nous avons divisé le travail aussi en 2 parties, comme Patrick l'avait demandé. D'abord, nous avons dégagé les structures actentielles globales et après nous avons analysé chaque titre. Au début, nous avons trouvé comme cause l'exposition et l'événement. Ce sont quelques mots qui se sont donnés, mais nous avons mis ces 2 parce que ce sont les mots qui nous donnent plus l'idée des causes. Comme agent, il y avait des gens qui ont suggéré des personnes, mais ce qui était plus global, c'était les gens. Alors, c'est pour ça qu'on a mis. Après, il n'y avait pas une action explicite, mais les mots Père Dieu nous rapportent à une action que c'est voir.
Et dans les patients, nous avons des avions, et dans les résultats, il y a eu beaucoup de mots qui ont été suggérés. C'était beaucoup de succès, admiration et je ne sais plus quoi, mais bon. Alors on a discuté et on s'est dit aussi que les mots qui résumaient les autres éléments, c'était succès. Et dans la première partie, dans le premier titre, on a mis exposition et kermesse, mais il y a eu aussi des discussions sur le mot kermesse. Il y avait des gens qui pensaient que ce n'était pas kermesse, exposition, parce que exposition ce n'était pas un mot qui était dans les textes. Et l'agent, étant donné qu'il y avait des quantités dans tous les titres, on a décidé de diviser en deux parties, c'est-à-dire mettre la quantité qui était marquée dans les titres et à part l'agent proprement dit. C'est-à-dire là, il y avait 650 000 et Père Dieu. Dans l'action, il n'y avait pas aussi une action explicite, mais alors le mot Dieu nous donnait l'idée d'une action. C'est pour ça qu'on a mis. Et dans les patients, les mots aériennes, et résultat, nous avons mis la plus grande parce que c'est une petite phrase qui nous parle par rapport à d'autres expositions. Oui, c'est pour ça qu'il y a des succès parce que la plus grande implique qu'il y a eu d'autres qui n'ont été aussi grandes. Dans les deuxièmes titres, nous avons les évolutions, c'est la cause. Et comme dans la première partie, plus d'un demi-million, et en plus, ce qui renforce l'idée de quantité, c'est en 2 jours, oui. Et fin, l'agent. Et l'action, là, elle était marquée, c'est admirer. Et dans les patients, il y avait des gens qui pensaient que c'était suffisant de mettre seulement appareil et pas Bourget. Parce que Bourget, on parle de Bourget et on pense à des avions, mais ce n'était pas le cas de le mettre. Alors il y a des gens qui ont mis appareil et d'autres gens qui ont mis Bourget. Résultat, apothéose, parce que c'est un succès, et aussi quelque chose qui renforce l'idée de succès, c'est les quantités aussi. Plus d'un demi-million de francs. Et il y a des gens qui ont suggéré de mettre admirer à côté des autres éléments, parce que ça aussi nous donne une idée de succès. On peut aller voir ou regarder quelque chose, mais admirer, alors là, c'est quelque chose. Et dans la troisième partie, nous avons comme cause Salon du Bourget, et encore là, les quantités, plus de 650 000, et immense, qui renforce encore les chiffres. Et foule. Ici, j'ai oublié de dire que fans, ce n'est pas n'importe quel type de gens, ce sont des gens qui ont vraiment beaucoup d'intérêt pour quelque chose, ce sont des gens fanatiques. Dans le troisième titre, action, défilé, et encore patient Bourget. Et là aussi, foule immense dans le résultat et défilé en 2 jours. C'est toujours le renforcement des idées ou des phrases. C'est l'équipe 2. Il s'agissait d'essayer de dégager la structure de ce qui est le plus apparent dans le texte. Donc ce qui est le plus apparent dans le texte, c'est effectivement qu'il y a des gens qui viennent voir des avions. On est d'accord là-dessus. L'action étant de venir voir, de voir, l'action entre cet agent et ce patient. Il y a un motif, une cause à cette action, effectivement, et qu'il y a un résultat. Alors, on peut constater que ce qui fait que les gens viennent voir cet avion, c'est qu'effectivement, il y a une exposition aérienne, une exposition d'avion, qui crée l'événement, et puis que, d'après ce que l'on voit dans le texte, puisque ces points communs sont faits à partir des termes qui sont dans le texte, c'est que cette exposition, cette année-là, a un succès particulier. Donc, c'est
bien ça, l'idée du vrai. Alors, pour ce qui concerne le bénéficiaire, effectivement, il n'y a pas... c'est un point que l'on peut discuter, mais comme je dis, l'exercice se fait sur ce qu'il y a de plus évident, de plus explicite dans le texte. On ne peut pas considérer que dans ce texte, on parle de bénéficiaires. Évidemment, il y a des bénéficiaires implicites, les organisateurs de l'exposition, tous les fabricants d'avions, etc. Enfin, il y a des bénéficiaires, mais ils n'apparaissent pas explicitement dans ce texte. Donc, en principe, on n'en tient pas compte. Oui, une question? Dans notre équipe, on a proposé comme bénéficiaires les gens mêmes. On a dit que c'était un plaisir d'aller admirer. Alors, vous ne les mettez plus comme agents? Les deux choses. Alors, ça va poser une première question qu'on va discuter. Nous avons choisi les compagnies aériennes et les gens. Nous avions dit que les commerçants ils étaient toujours cachés dans les expositions et qui provoquaient ces sortes d'événements. Et c'était surtout pour eux, pas pour les gens. Si c'était pour les gens, c'était seulement pour les aliénés en plus. Mais c'était surtout pour les compagnies aériennes ou bien pour l'armée. D'accord. En tenant compte que ça venait disons, d'un secteur des cartels. C'est ça. D'accord. Bon, alors, je réponds d'abord à ça. On est tout à fait d'accord sur le fait que lorsque vous avez affaire à un texte, vous avez une structure narrative, il est bien rare, quand on décrit une action, qu'il n'y ait pas un bénéficiaire. Le problème est que quand on travaille sur le texte, de savoir si le bénéficiaire est explicité ou pas. Donc ici, on est dans le cas d'un titre de journal qui passe sous silence le bénéficiaire. Le propos du titre de journal, ici, dans ce cas-là, pas en général, mais je dis ici, c'est de, en ce moment, passer sous silence le bénéficiaire. Donc ce bénéficiaire, ça peut être les compagnies aériennes, ça peut être tout un tas de choses qui nous renvoient à l'analyse de tout un système socio-économique, on est d'accord. Maintenant, le problème est de savoir si on peut avoir en deux places actentielles différentes les mêmes individus, c'est-à-dire si les gens peuvent être à la fois, par exemple, agents et bénéficiaires. Parce que, quand même, ce sont deux rôles différents. Qu'est-ce qui peut justifier qu'ils soient à la fois agents et bénéficiaires? Le faire. Et c'est pas le faire tout seul. Parce qu'il faut penser que ce que je vais développer aujourd'hui dans la deuxième partie, là nous sommes au niveau de l'analyse actentielle de la phrase, et après on va passer au niveau de l'analyse actentielle du discours. Et au niveau du discours, il faut toujours se dire, il faut supposer que l'agent a un projet de faire. Si on peut dire que ces gens, en raison de l'existence de l'exposition, ont pour projet d'aller voir des avions. D'aller voir les avions. Alors, on est de deux choses l'une. Ou, chaque fois que l'agent a pour projet de faire et qu'il arrive à réaliser ce faire, et que, comme on peut penser qu'au départ, une fois de plus, comme je le disais hier, le projet n'est pas masochiste, donc on peut dire que tout agent, dès qu'il réussit, c'est à son bénéfice. Mais alors ne confondons pas. On pourrait dire d'une façon générale, tout agent, dès qu'il fait une action et qu'il la réussit, il en est le bénéficiaire. Mais attention, c'est pas pareil dans la distribution des rôles. Il n'est pas dit ici que il n'y a rien, aucune trace dans ce texte qui nous dise que les gens soient aussi des bénéficiaires. Alors il y a un cas, effectivement, où on peut voir, où le texte explicite que l'agent est en même temps le bénéficiaire. C'est quand vous avez une marque grammaticale, comme ça, quand vous avez le réfléchi. Alors le réfléchi, c'est ça, c'est que je fais une action pour qu'elle me revienne sur moi-même. Donc c'est le cas où l'agent fait quelque chose pour, mais dans le projet, vous voyez, le projet, pour en même temps s'améliorer lui-même. Alors à ce moment-là, oui, ça c'est le cas où on peut dire que l'agent est en même temps en position de bénéficiaire. Vous voyez, c'est marqué. Ce qui n'est pas, à proprement parler, le cas ici. Ici, vous pouvez le défendre dans l'autre cas de figure que j'évoquais, en général. Tout agent, s'il réussit son projet, il en est le bénéficiaire. Mais à ce moment-là, ça ne nous permet plus de travailler avec des distinctions d'actant et de rôle. Il vaut mieux les distinguer. Maintenant, la répartition des termes. Alors, la répartition des termes, moi je fais d'abord une première remarque
qui concerne aussi bien le groupe 2 que le groupe 1, c'est pourquoi tout ce qui concerne la quantification, vous l'avez mis dans le paradigme, finalement ça nous permet de créer des paradigmes. Alors, pourquoi vous l'avez fait correspondre à Jean? Parce que ça quantifie l'agent. Ça quantifie l'agent, mais ce n'est pas l'agent. Je veux dire, que je dise fans ou que je dise 300 000, 500 000, 1 million, c'est pas 300 000, 500 000, 1 million qui me renvoie à Jean, c'est fans qui me renvoie à Jean. Bon, que je dise 40 paires d'yeux, 30 paires d'yeux, 1 paire d'yeux, c'est indifférent, c'est pas 40, 50 qui me renvoie à Jean, c'est paire d'yeux qui me renvoie à Jean. Hein, c'est fans qui me renvoie à Jean. C'est foule qui me renvoie à Jean. Alors foule, vous avez bien fait de le mettre à des endroits dans les deux groupes, parce que foule, c'est les deux à la fois. Hein, c'est un cas de syncrétisme, c'est-à-dire où le mot lui-même, à la fois renvoie à individu, à genre, et en même temps, il a une valeur de quantification. Là, je ne peux pas dissocier. Mais dans les autres cas, vous auriez vu, c'est dissocié. Alors donc, je vous repose tout de suite la question. Finalement, quelle est la fonction des chiffres-là? Pourquoi ces chiffres-là, qu'est-ce qu'ils signifient? Qu'est-ce qu'ils disent, ces chiffres? Les résultats. Mais oui, en fait, tous les chiffres, vous pouvez les mettre du côté du résultat. C'est eux qui garantissent le succès. Alors là, tout d'un coup, ça n'est plus indifférent, voyez-vous, que je dise 5 ou que je dise 1 million. Alors là, c'est important parce que 1 million est la garantie du succès. Autrement dit, tout le phénomène de la quantification devrait passer dans la colonne succès. Hein? C'est-à-dire qu'il correspond au résultat. Première remarque, vous voyez que ça n'a pas grande importance que l'on dise Jean, personne. Ce qui était important, comme je vous l'avais dit, c'était de trouver un terme assez générique. Hein, évidemment, ce n'est pas une question de c'est mieux. Hein. Bon, moi j'ai mis personne, vous pouvez mettre Jean. Hein. Exposition, personne, voire, avion, succès. Bien. Alors, pour ce qui concerne le premier texte, donc, on a perdu, yeux courts, et aérien. En fait, c'est quelque chose, ce petit crochet de dire, c'est aérienne, mais étant donné que c'est un adjectif, il y a quelque chose. Hein, c'est quelque chose aérien. Bon. Kermesse aérienne, effectivement, on peut le retrouver des deux côtés, parce que, à la fois, ça a un lien avec le lieu d'exposition, d'un double point de vue. On sait que cette exposition, c'est pas n'importe quelle exposition, c'est une exposition d'avion. Bon, il y a un lien entre exposition et kermesse. Et kermesse, c'est plus qu'exposition. Mais dans une kermesse, il y a des stands, donc on expose aussi des choses. Bon. Alors, ce qui fait que, vous voyez, je mets entre parenthèses, je mets le terme entre parenthèses parce qu'il y a un lien, mais il est moins évident que dans d'autres cas. Il est moins explicite que dans d'autres cas. Et ici, je suis en mesure de montrer qu'il y a un rapport entre kermesse et exposition, la partie qui est exposée des choses, mais évidemment, il y a plus dans kermesse. Et d'autre part, aérienne, je le retrouve ici, puisque c'est lui qui me parle des avions. Mais je retrouve kermesse en succès, comme ça a été dit, en même temps que la quantification. Alors, très rapidement, parce que grosso modo, bon, finalement, quelques discussions près, vous avez bien réparti les termes par rapport au schéma de base. Je voudrais au fur et à mesure, là, vous expliquer l'un des objectifs de l'exercice. L'un des objectifs de l'exercice, c'est d'expliciter à chaque fois le lien. Vous voyez ? Parce que ça permet de faire un travail sémantique sans avoir à utiliser un dictionnaire et tout en me trouvant en contexte. Par exemple, je pose la question, dans le même temps que je me demande où je vais mettre phase, je me demande quel est le lien entre phase et personne. Bon, des phases, c'est obligatoirement des individus animés humains. Donc je sais que dans phase, il y a des individus animés humains. C'est eux qui établissent, qui justifient le fait qu'ils se trouvent dans la colonne des personnes. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il y a de plus dans phase?
Alors c'est là que l'on discute. Ah, on dit, bon, ce sont des gens qui sont très amateurs de quelque chose, très excités, ils aiment beaucoup, ils sont passionnés, au point même de ne pas se contrôler. Bon, alors tout ça c'est quoi? C'est pas justement un peu la garantie du succès? Bon, alors, on constate qu'il y a une grande valorisation, voyez-vous, qualitative, à la fois quantitative et qualitative dans le travail. Et c'est ça qui va justifier que je le mette en rapport avec le succès. Bon. Pour admirer, alors, pareil, on le retrouve là d'ailleurs, il y a de causalité et en même temps en rapport avec la fonctionnalité du voir. Là c'est pareil, qu'est-ce qu'il y a dans admirer? Ah, pour admirer, il faut voir. Donc effectivement, ça justifie un rapport. C'est-à-dire que dans le contenu sémantique de admirer, il y a du voir. Mais en plus de ça, il y a une valorisation positive. Il y a de la part du sujet qui admire un mouvement extrêmement favorable et positif. C'est ce qui va justifier, je ne l'ai pas dit, j'avais plus de place, ça a été dit tout à l'heure, qu'on puisse le mettre en rapport avec le succès, mais je le mettrai entre parenthèses, parce que c'est simplement un lien. Évolution, appareil, objet, ce sont des termes qui nous renvoient à avion. Continue. Salon du Bourget, c'est l'exposition, mais Salon du Bourget, je peux aussi. Alors là, je pense qu'il faudrait plutôt le mettre entre parenthèses, parce que ici, c'est simplement un rappel de l'avion. L'avion n'est pas explicitement donné dans ce texte, mais c'est du fait qu'il y a Salon du Bourget que je sais qu'il s'agit d'avion. Ici, c'est le titre de l'exposition, et ici, je le retrouve au titre de ce qu'il rappelle, c'est lui qui garantit que le patient est là. Bon. À décider. Alors ça c'est intéressant parce que personne ne l'a mis. Ah, vous l'avez mis. Je ne me souviens pas dans le groupe. Ah oui, vous l'avez mis là aussi. Alors là aussi c'est intéressant pour la discussion. Parce que ça nous permet, en discutant, de découvrir deux choses. C'est que sur défilé, il y a deux points de vue. Il y a le point de vue de ceux qui défilent et il y a le point de vue de ceux qui regardent le défilé. Bon. Alors, il y a un point de vue statique. Si vous regardez un défilé, vous regardez quelque chose. Donc ce défilé-là n'a rien à voir avec le voir. C'est vous qui voyez. Le défilé n'a rien à voir avec le voir. Maintenant, si je me mets dans le défilé, on défile devant quelque chose. Donc défiler, c'est voir. Donc c'est dans le deuxième point de vue de défilé qu'il y a du voir. Et c'est ça qui justifie qu'il soit dans la colonne de voir. Donc dans toutes les expositions, les musées, etc., les gens défilent devant des objets d'art. Bon. Donc c'est ça qui justifie le voir. Et on pourrait peut-être aussi le mettre dans la quantification. Là aussi, je n'ai pas mis parce que je n'avais pas de place. À quel titre? Dans la quantification qui nous montre que cette exposition a du succès. 3 personnes, ça fait pas. Mais 3 personnes, ça fait pas des gens qui défilent. Voilà. Donc, si je suis dans un lieu qui est regardé, des objets qui sont regardés, et que je dis que des personnes ont défilé, c'est qu'il y en avait beaucoup. Donc, entre parenthèses, il y a un lien entre la quantification qu'il y a dans défilé et le succès. Bon, donc vous voyez, ça c'est une première phase du travail qui consiste à faire ce que j'appelle cette pratique réflexive sur le sens des mots. Pratique réflexive sur le sens des mots. Pratique pourquoi? Parce que vous partez d'un texte, que vous êtes dans un contexte. Réflexive pourquoi? Parce que vous avez ce phénomène dont je vous ai parlé hier qui est de déconstruction, reconstruction du texte. Vous déconstruisez le texte dans sa linéarité, mais vous le reconstruisez autour de sa structure actentielle de base. Et pratique du sens, parce que chaque fois que dans le deuxième temps on est amené à mettre un mot dans la colonne du concept qui lui correspond, il faut faire un travail de justification. C'est ça le phénomène.
c'est de faire le travail de justification. A priori, on peut accepter toutes les positions, mais justifier. Vous voulez mettre le mot là? Ok. Pourquoi? Au nom de quoi? Et là, on évalue. Et on dit non, vraiment, vous voyez, ça ne marche pas, on ne peut pas le mettre là, il n'y a aucun rapport entre personne et ce mot-là. Je ne sais pas, je voudrais mettre appareil ici, bon, ben, on s'apercevrait que appareil, c'est du non-humain, non-animé, personne fait de l'animé humain, donc je ne peux pas mettre appareil ici, par exemple. Ou bien alors, des choses beaucoup plus fines, quand on voit que le même mot peut se trouver dans des places différentes, parce que ça fait découvrir qu'un même mot a des ramifications de sens différentes. Hein, et que, par exemple, dans admirer, phase, admirer, vont se trouver au nom de l'animé humain dans la colonne de personne, mais au nom de sa valeur de quantification qualitative dans la colonne de succès. Et puis encore quelque chose qui nous ramène à la combinaison des termes, Père Dieu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on soit obligé de mettre Père Dieu. Je ne peux pas mettre Père toute seule, parce que Père a une paire de ciseaux, une paire de chaussures, mais je ne peux pas mettre Dieu tout seul, parce qu'il faut que j'ai la figure où les deux représentent la totalité. C'est encore une figure de métonymie. La Père Dieu, c'est la partie pour le tout. C'est donc bien dans la combinaison Père Dieu que je suis renvoyé à personne. Alors vous me diriez d'ailleurs, on pourrait discuter, parce que quelqu'un pourrait dire, mais Père Dieu, les animaux aussi ont des Pères Dieu. D'accord. Donc, Père Dieu à soi tout seul ne me permet pas de justifier, de le mettre en rapport avec personne. Il faut donc que je vois l'ensemble des contextes qui me dit que c'est, disons par présupposé de culture, c'est pas des chiens qui viennent dans un salon d'exposition visiter des avions, et donc c'est tout ça qui me dit qu'il s'agit de Père Dieu, d'être humain. Vous voyez, donc on est constamment obligé de travailler en contexte. Alors, deuxième type d'exploitation. Vous voyez, le premier type, c'est pratique. C'est moi. Pratique réflexive sur le sens à propos d'un texte, donc en contexte. Deuxième exploitation, c'est que quand vous allez déconstruit, reconstruire, qu'est-ce que vous avez devant vous? Eh bien, vous avez affaire tout bêtement à ce qu'on appelle en linguistique des paradigmes. C'est-à-dire vous avez construit des colonnes, chaque colonne correspond à des paradigmes. Et on sait que le paradigme, c'est le phénomène de ce que tout mot se définit par opposition, par ressemblance et différence vis-à-vis des autres. Alors, on peut ici exploiter ça dans deux directions. La première, ce serait de reprendre tout ça et de dire, bon, on va essayer de mettre dans une colonne des termes objectifs et dans l'autre colonne des termes subjectifs. Alors, celui-là, je ne veux pas le développer, cet exercice, je vais plutôt en développer un autre, mais pour vous dire très rapidement. Qu'est-ce qu'il y a comme quantification? Il y a des chiffres. 650 000. « 600 000, 650 000, répété plusieurs fois. Il y a plus d'un demi-million. Alors, plus d'un demi-million. Il y a, 200 appareils, on a une foule immense, évaluée à plus de 650 000 personnes qui a défilé en 2 jours au salon. On a déjà travaillé là-dessus. Donc, on a des quantifications de type objectif, c'est le chiffrage. Un chiffre, quantitatif. Pas besoin de donner un terme grammatical, savoir si c'est des cardinaux, des ordinaux, ça n'a pas besoin. Une quantification de l'objet. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur foule immense? Quel type de quantification c'est? Alors,
Je vous parlais distinctement. Subjectif. Subjectif. Que les deux. Qualificatif. Bon, alors, la caractéristique du fou, c'est que c'est ce qu'on appelle la quantification globalisante, la quantification par extension. C'est-à-dire que, vous savez que vous avez deux façons, entre autres, du point de vue de la quantification, de voir les choses. Soit vous partez d'unités et vous pouvez les additionner ou les multiplier, ce qu'on appelle une quantification de l'univers qui est discontinue. Vous pouvez les compter. Soit la quantification est globale, c'est-à-dire que vous ne pouvez la concevoir qu'en extension. C'est l'histoire du ballon de baudruche. Ça se quantifie, mais c'est toujours la même chose. Vous ne pouvez pas dénombrer à l'intérieur, vous ne pouvez pas compter. Vous avez une quantification du dénombrable, une quantification du non dénombrable. Vous avez une quantification du comptable, vous avez une quantification du non comptable. Alors c'est ça le sens du singulier en espagnol qui est utilisé pour quantifier davantage. Si je dis comme dans un texte que j'avais lu, había mucha boca abierta pidiendo limosna, eh bien, mucha boca abierta pidiendo limosna, c'est plus que muchas bocas abiertas. Pourquoi? Parce que je dis, il y en a tellement que je ne peux pas les compter. Donc je ne peux voir les choses que d'un point de vue global. Voyez-vous? D'un point de vue fusionnel. Alors, c'est ce que dit Foule. Il y en a tellement que je ne peux pas les compter. Je ne peux pas les dénombrer. Donc je les vois comme dans une masse. Je les vois comme dans une masse. Et immense, évidemment, est une deuxième quantification par extension. Autrement dit, vous avez, ça vous permet de faire un exercice là-dessus, de faire comprendre, plutôt que de faire un exercice purement grammatical dans ce contexte, ça vous permet de faire comprendre la différence qu'il y a entre une quantification qui peut être une addition, qui peut être une multiplication, toutes les opérations que vous voulez, mais qui est une quantification du dénombrable, de ce que je peux compter. Et puis une autre quantification, qui est une quantification plutôt extensive. C'est-à-dire que c'est par extension, par enflement, par gonflement, que je quantifie. Et si vous voulez, parce que c'est pas du tout étranger, si vous pensez que c'est pertinent dans votre classe, c'est à vous de voir, paf, vous passez au problème du partitif français, parce que le partitif français, c'est ça, c'est le problème du dénombrable et du non dénombrable. Pourquoi je dis donne-moi du pain? Eh bien parce que à ce moment-là, je ne conçois pas le pain comme du comptable. Je conçois le pain comme un ensemble. Donne-moi du pain, donne-moi du beurre. Donc la règle en français, c'est chaque fois que j'ai affaire à du non comptable, du non dénombrable, j'ai une marque, qui est ce fameux partitif. Dans l'espagnol, vous en avez une aussi. C'est le signe zéro. Dame et pan. C'est un signe. C'est un signe puisque vous ne mettez pas d'article là. Alors qu'habituellement vous mettez un article. Ça veut dire que si vous dites dame el pan, il faut que vous mettiez quelque chose comme complément. Que está encima la mesa. Là, vous lui redonnez valeur d'unité. Mais l'opposition donne-moi du pain, donne-moi le pain qui est sur la table, correspond en espagnol à dame pan, dame el pan, está en la mesa. Donc il ne faut pas dire qu'en espagnol il n'y a pas de signe. Le signe zéro étant un signe. Vous savez, c'est un vieux truc sans langue. Mais alors, vous voyez qu'à l'inverse, je peux utiliser ce fameux partitif devant du dénombrable pour donner l'impression qu'il y en a beaucoup. Je rentre chez un artisan de chaises et je dis « Ah, il y a de la chaise !» Il y a de la chaise, il y en a tellement que je ne peux pas les compter. Donc, je les mets dans le cas de la quantification extensive. Et donc la possibilité que l'on a de travailler sur la grammaire et sur la langue, mais finalement toujours en rapport avec le contexte discursif.
Plus d'un demi-million. Qu'est-ce qu'on peut faire comme remarque sur cette quantification? Plus d'un demi-million. Il y a au moins deux remarques. Enfin, pourquoi avoir dit plus d'un demi-million et pas avoir dit, comme dans un autre moment, plus de 650 000? Et vous savez que la réponse qui est pour ne pas se répéter n'est jamais une bonne réponse. Parce que million par rapport à 650 000, ça peut te donner l'idée d'une plus grande quantité, je crois. Pourquoi? Tu le vois comme ça. Pourquoi cette idée? Pourquoi cette idée? Parce que les millions, c'est toujours ça a rapport avec les richesses, les milliardaires et tout ça. Parce que, effectivement, selon les contextes socioculturels, mais en tout cas chaque communauté socioculturelle a des chiffres de prestige. Millions, c'est un chiffre prestige, comme tu dis très, très justement, on peut même le justifier. Regardez, on parle de millionnaires, on parle de milliardaires, donc des chiffres comme millions, milliards, sont des chiffres à prestige déjà en soi. Et effectivement, l'effet produit, vous savez, c'est l'impression de plus. Si je dis 500 000, mais si je dis 1 demi-million, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus que 500 000. Objectivement, c'est pareil. Dans l'effet langagier, c'est différent. Hein? Donc, million est investi de subjectivité, mine de rien. Parce que, et ça, bon, c'est parce qu'on est tous engagés dans un même univers socio-économique. Évidemment, million, ça, pour certaines tribus de certains endroits, ça ne dit rien. Mais dans d'autres endroits, ça dit quelque chose. Bon. Alors, regardez, vous avez remarqué douzaine, dizaine. C'est-à-dire de dire les chiffres de façon ordinale et non plus cardinale. Hein? Si vous dites, achète-moi une demi-douzaine d'œufs, c'est objectif. Je ne vais pas en acheter 7. Je vais en acheter 6. Mais si je dis, il m'a sorti une demi-douzaine de bêtises, j'ai l'impression qu'il y en a une quantité invraisemblable. Donc si je n'ai pas le référent pour comparer, évaluer, pondérer, et donc me dire une demi-douzaine, ça veut bien dire 6, comme million, c'est une expression investie de subjectivité qui me fait croire qu'il y en a beaucoup. Ensuite, la deuxième remarque serait du côté de plus d'un. Plus d'un, enfin plus d'un, combiné évidemment avec autre chose. Qu'est-ce que me dit plus de? On n'a pas pu compter. Hein? On n'a pas pu compter. Oui, qu'on n'a pas pu compter d'une part, et puis d'autre part, si c'est plus, que ça dépasse, et que c'est donc livré à ma propre subjectivité. J'ai des références. Bon, on me dit, non seulement il y a que ça, on me dit, ça dépasse la référence, et ça devient une flèche vers l'infini. À chacun d'imaginer où est-ce que je m'arrête. Donc l'expression plus 2 en elle-même est aussi remplie de subjectivité, parce que la subjectivité, c'est chaque fois que je ne peux pas me rapporter à une référence précise. Vous voyez? Alors, chacun mettra sa propre référence. Parce qu'après tout, 651 000, c'est plus de 650 000. Parce que tout à l'heure, il y avait aussi plus de 650 000, hein, ou plus d'un demi-million. Bon, bah, donc, 501 000, c'est effectivement plus d'un demi-million. Mais 1 million, c'est aussi plus d'un demi-million. Or, 1 million, c'est déjà le double. Alors, donc, chacun est libre d'imaginer. Hein, c'est en ça que plus 2 est une quantification à son tour subjective. Et alors, c'est là qu'on peut revenir à la question qui a été posée au début. C'est intéressant. C'est la place de ce en deux jours. En fait, le en deux jours intervient dans la quantification. À quel titre? Donc, parce que c'est pendant que ça passe 2 jours, il n'y a pas eu un roulement qui vient d'ajouter. Actuellement, il n'y a pas eu beaucoup de gens qui viennent au bouger. Donc, à 2 jours, c'est pas quelque chose de bien, c'est pas. Eh bien oui, mais
en 2 jours augmente la quantification du fait que ça restreint. Si ça avait été le même chiffre en 1 semaine, voilà. Donc, vous avez ce phénomène de combinaison avec la restriction. Plus je restreins soit l'espace, soit le temps dans lequel se produit la quantification, et plus par contre-coup, cette quantification est forte. Une population d'1 million d'habitants, c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup? Ah, ça dépend où vous êtes. Ça dépend où vous êtes. Hein? Voilà. Et puis ça dépend si vous parlez d'une ville, si vous parlez d'un pays, si vous parlez d'un quartier. Voilà. Ça, c'est pour l'espace. Pour le temps, on a le cas ici. Hein? Si ça avait été en 1 mois, bon, c'est en 2 jours, ça aurait été en 1 jour, ça aurait été encore une plus grande quantification. Donc, c'est une complémentation qui, par sa valeur de restriction dans l'espace ou dans le temps, augmente la quantification qui est donnée dans ce cadre.